Maintenant qu'on a vu la rétropropagation des erreurs, on va voir de quelle façon on peut appliquer cette méthode-là en pratique dans un algorithme pour faire l'apprentissage, pour faire l'entraînement de réseaux de neurones. Donc, premièrement, ce qu'on a vu dans les capsules qui précèdent, c'est pour l'apprentissage qu'on dit par lot. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a calculé l'erreur sur l'ensemble des données de notre jeu d'entraînement. On avait l'erreur quadratique moyenne, le E ici, qui est défini comme étant finalement la valeur moyenne des erreurs par donnée. Et donc, la correction des poids se fait une fois à chaque époque en calculant l'erreur pour tout le jeu de données. On a tout le jeu de données, on le présente au complet, on fait la comparaison entre les valeurs obtenues et les valeurs désirées. On calcule l'erreur, on corrige pour l'ensemble des réseaux de neurones une fois, puis on représente le jeu de données au complet. Fait que la correction se fait une fois à chaque époque. C'est intéressant, ça, parce que ça offre une certaine stabilité. On ne va pas faire des micro-corrections dépendant d'une donnée, on va vraiment faire une correction moyenne. Donc, c'est beaucoup plus fiable en termes de correction individuelle. Donc, c'est plus stable en soi. Mais on pourrait faire aussi l'inverse. On pourrait faire de l'apprentissage qu'on dit en ligne, où là, les poids sont corrigés pour chaque présentation de données. Donc, pour chaque époque, on va calculer n erreurs, une par donnée, puis on va faire n corrections. Donc, ça, c'est différent comme façon de procéder. Ça permet de faire des corrections très rapidement, des petites corrections, mais une correction pour chaque donnée. Et donc là, la correction va être guidée par l'erreur quadratique. Et ça, c'est intéressant sur certains aspects, mais ça peut être problématique sur d'autres. En effet, si on a des mauvaises séquences, si on ne fait pas de... Il faut permuter aléatoirement les données l'ordre dans lequel on présente les données à notre réseau, parce que sinon, un cas pathologique simple, c'est de dire que dans notre jeu de données, toutes les données de la classe 1 sont au début, toutes les données de la classe 2 sont à la fin. Donc là, ce que ça veut dire, si on le parcourt de façon bête, on va corriger pour les données de la classe 1 au début continuellement. Ça se peut bien que le réseau de neurones vienne à dire que tout est de la classe 1. Après ça, on va présenter les données de la classe 2 par la suite, où là, il va dire que toutes les données sont de la classe 2. Il va oublier ce qu'il avait vu auparavant. Le fait qu'on n'ait pas mélangé peut l'amener à avoir des mauvaises séquences, puis peut l'amener à mal apprendre. Donc, il faut faire la permutation, mais un avantage intéressant, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Au lieu d'attendre d'avoir passé toutes les données comme l'apprentissage par lot, on lui présente puis on corrige à chaque fois. Donc, il peut commencer à apprendre dès le début. Déjà après une époque, il peut déjà avoir appris beaucoup si notre jeu de données est moindrement gros. Sauf qu'il va être un peu plus instable, là, parce que justement, selon ce qu'on lui présente, des fois, ça peut engendrer un changement qui va modifier le fonctionnement du réseau, modifier sur la base d'une donnée, ce qui peut être vu comme étant risqué. Ceci dit, si le taux d'apprentissage n'est pas trop élevé, ça peut être intéressant l'apprentissage en ligne. À vrai dire, l'apprentissage en ligne a la propriété de se sortir plus facilement des optimums locaux. Alors que l'apprentissage en lot, ben, lui, est beaucoup plus robuste, il va converger de façon beaucoup plus douce vers un résultat, mais il peut rester pris dans des optimums locaux parce qu'on lui présente toujours l'ensemble du jeu de données, puis la correction moyenne peut être insuffisante pour se sortir d'un optimum local, fait qu'on va avoir un réseau de neurones qui ne va pas très bien performer dans certains cas, mais qui va tendre à quand même apprendre toujours un peu de la même façon. Avec l'apprentissage en ligne, on apprend plus vite, on se sort des optimums locaux plus facilement parce qu'il suffit d'avoir une certaine séquence qui va nous faire sortir et qui va nous amener ailleurs, mais ça risque d'être plus instable, puis ça risque aussi de varier d'une fois à l'autre quand même significativement. Donc, il y a une approche intermédiaire qu'on appelle les apprentissages par mini-lots, où là, on fait plutôt un ensemble d'une certaine taille. On va prendre 64, 128, 256 données sur laquelle on va faire la descente du gradient, comme un apprentissage en lot pour faire une correction. On ne va pas corriger sur chacune des données, on ne va pas corriger sur tout le jeu de données une seule fois. On va corriger sur un ensemble d'une certaine taille pour aller chercher le meilleur des deux mondes. Donc, on va faire un bon compromis pour à la fois apprendre assez vite et se sortir des optimums locaux comme l'apprentissage en ligne, mais également d'être plus stable, donc d'avoir un meilleur gradient à notre descente du gradient. Donc, je vous ai présenté
ce qu'il y avait pour l'apprentissage par l'eau, parce que c'est quand même la façon de base de procéder. Mais on pourrait refaire les mêmes développements seulement pour un apprentissage en ligne ou par mini-lot. Ça ne changerait pas grand-chose. Tout simplement qu'au lieu de faire la dérivée selon l'erreur quadratique moyenne, on fait la dérivée selon l'erreur quadratique par donnée ou par un mini-lot. Ça va résulter à peu près même, ça va donner à peu près le même genre de résultat, excepté que l'apprentissage va avoir les caractéristiques que je vous ai expliquées selon la solution qu'on a choisie. Un autre problème aussi qu'on observe avec les réseaux de neurones, avec la fonction de transfert sigmoïde en particulier, c'est que la fonction de transfert sigmoïde, elle est très intéressante autour de 0, lorsqu'on a une valeur d'entrée autour de 0. Donc, c'est vraiment là sa plage opératoire. Cependant, lorsque la valeur de A est très faible ou très élevée, là, on a un certain problème, parce qu'il faut se rappeler, la fonction sigmoïde, ça ressemble à ça ici. Donc, on a la fonction ici. On va dire, on va appeler ça A ici, et on a f de A. Donc, ce qu'on a, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ça sature près de 1, et c'est à 0,5 à l'origine ici. Mais pas à l'origine, à A égale 0. Donc, si on veut avoir donc une valeur de A qui tend vers, une valeur de F, on va dire qui tend vers 0, il faut avoir des A très élevés. Donc, si on veut que ça soit vraiment près de 0, il faut que le A soit très faible. Il faut aller vraiment dans cette région ici. Et donc, la fonction f tend vers 0 pour les A faibles et tend vers 1 pour les A élevés. Cependant, si on a un x qui est très petit, comme inférieur à 10, ou un x qui est très grand, plus grand que 10, donc vraiment dans la région ici, là, où on est vraiment très loin, il s'avère que le gradient, donc qui est la pente un peu de la fonction, est près de 0. C'est pratiquement nul. Et là, le problème, c'est que si on fait une descente du gradient, on fait une descente avec un gradient pratiquement nul, on va être pris. On ne pourra pas se déloger facilement. Donc, ça va être très difficile de descendre le gradient dans ces régions-là. Et donc, ça, c'est un problème. Puis plus encore, c'est que l'apprentissage va être lent, donc on va avoir de la misère à s'en sortir. Puis là, donc pour pouvoir régler ça, pour pouvoir éviter d'être dans les zones de saturation où là, le gradient est faible, il faut faire une première chose. Il faut d'abord normaliser les données. Donc, les données d'entrée, les X en entrée dans notre réseau de neurones, on doit les normaliser dans -1, 1. Il faut vraiment que nos X soient normalisés parce que si on les laisse dans des plages ouvertes, là, les plages, s'y varient avec des -100 ou plus 10 à la 5, mais ça va être dans les zones de saturation de nos neurones de la première couche du réseau de neurones. Puis si eux sont saturés, bien, après ça ne sera pas nécessairement si saturé que ça, mais l'apprentissage va être très difficile. Parce que là, ça va être de défaire finalement la configuration sur la couche d'entrée va être difficile, puis on risque de perdre beaucoup de capacité. Donc, en normalisant le x entre -1 et 1, on va revenir dans la plage d'opération de notre fonction sigmoïde. Donc, typiquement, ben, pour amener ça entre -1 et 1, ce qu'on prend, c'est qu'on prend les valeurs maximales et minimales selon chaque dimension de l'ensemble de données, puis on prend ça comme étant des guides pour amener ça entre -1 et 1. Ce qui est important de faire aussi, c'est de ne pas recalculer cependant cette normalisation-là. Si on apprend avec une certaine normalisation, il faut que la normalisation soit embarquée dans notre modèle. En fait, notre modèle intègre déjà la normalisation comme étant un pré-traitement qui fait partie du modèle. On reçoit les données brutes, on les normalise d'une certaine façon, puis après ça, on donne ça au réseau. Sinon, la normalisation peut varier, puis là, ça va faire en sorte que ça va être moins bon que ça devrait être. Puis un autre élément aussi, c'est de dire qu'en classement, généralement, les valeurs désirées qu'on donne, c'est 0 ou 1. On va dire qu'on va avoir 1 pour la classe 1 et 0 pour la classe 2. Ou du moins, non, c'est pas vrai. Avec les réseaux MLP, c'est qu'on va avoir 1 pour la classe d'intérêt. Si on a, je ne sais pas moi, 3 classes, c'est qu'on va avoir 1, 2, 3 sorties. Si on dit que c'est la classe 2 qui nous intéresse, ça devrait être comme sortie désirée 1 ici et 0 pour les deux autres classes. Donc là, la valeur de sortie désirée, elle est de 0, 1, 0 pour cette donnée-là. Et là, ça cause un problème parce que je vous réfère de nouveau à la fonction sigmoïde ici, qu'on sait qu'il va être comme ça ici, qui sature à 1, 0 ici. Donc là, si on veut l'avoir, le neurone qui nous donne une valeur qui soit égale à 0 ou à 1,
on va tendre vers les zones de saturation ici. Puis là, si on veut gratter les petits pourcents, on veut vraiment avoir une descente du gradient, si on entraîne pendant longtemps, bien, il risque fortement de se déplacer dans cette région, dans une des deux régions ici, celle-là ou celle-là ici. Il risque d'être vraiment dans ces régions-là, puis de s'éloigner finalement de zéro. Puis d'être dans des régions qui vont être très difficiles à déloger ensuite, qui vont être très difficiles de ramener vers le centre. Donc, le problème de saturation des neurones est aussi très présent par rapport aux valeurs de sortie. Et ça, parce que nos cibles sont égales aux valeurs limites, vers plus ou moins l'infini de notre fonction de transfert. Une façon c'est ça, c'est de dire que finalement, si on veut avoir un f de a égal à 0, il faut que a tende vers moins l'infini. Si on veut avoir un f de a qui tend vers 1, qui soit égal à 1, il faut que le a tende vers plus l'infini. Dans les deux cas, c'est très mauvais. Donc, la solution qu'on peut faire, c'est de donner comme cible pas 0 ou 1, mais de donner comme cible interne 0,05 ou 0,95. On dit si on a 3 sorties, par exemple, on dit qu'on a 3 classes, puis là, ce qui nous intéresse, c'est d'assigner, ce qu'on veut faire, c'est d'assigner à la classe 2. On va dire que la cible pour la deuxième sortie, c'est 0,95 et pour les deux autres sorties, c'est 0,5 directement. Donc, ça va être nos nouvelles cibles. Puis là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on ne sera plus dans la zone de saturation. Au lieu d'être, on va être plus comme ici pour quand on veut avoir la classe, et ici, on dit que ce n'est pas de la même classe. Donc, on va être vraiment dans des régions plus intéressantes qui vont rester pas très loin de la zone vraiment d'opération autour de zéro. Là, c'est intéressant où là, le neurone peut être modifié et il ne sera pas saturé. Un autre élément à avoir en tête, si on veut entraîner un réseau de neurones, c'est que là, on a vu comment corriger le réseau de neurones, corriger les poids, mais il faut partir d'une certaine valeur de poids. Donc, il faut avoir des valeurs initiales des poids. Généralement, ça se fait par initialisation aléatoire. Donc, les valeurs de poids sont déterminées aléatoirement. On n'assigne pas ça à 0 parce que ça ne marche pas du tout bien. On les assigne à des valeurs tirées au hasard avec des nombres pseudo-aléatoires. Typiquement, ce n'est pas la seule approche, puis il y a des approches plus élaborées qui fonctionnent mieux encore, mais une approche qui est correcte, c'est de les initialiser uniformément dans l'intervalle 0,5, moins 0,5, 0,5. On va vraiment tirer une valeur au hasard entre moins une demi plus une demi pour chacun de nos W et W0. On va tirer ça, puis ça, c'est des plages intéressantes pour démarrer, qui vont éviter aussi de saturer nos neurones. Et donc, ce qu'il faut savoir de ça, c'est que le perceptron multicouche est donc un algorithme qu'on dit stochastique. Quand on dit un algorithme stochastique, c'est un algorithme qui varie de façon aléatoire, qui inclut une part d'aléatoire dans son fonctionnement. Et donc, d'une exécution à l'autre, on ne va pas obtenir nécessairement les mêmes résultats. Les résultats risquent d'être bien différents, étant donné l'initialisation qui est différente. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant souvent de faire des répétitions, de ne pas entraîner une seule fois, mais d'entraîner plusieurs fois pour s'assurer que notre résultat n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas incroyablement bon parce qu'on a été chanceux ou au contraire, très mauvais parce qu'on a été malchanceux. Donc, en répétant plusieurs fois, on a l'assurance que l'effet de cette initialisation aléatoire-là n'est pas important. Ou bien, si ça l'est, il faut en tenir compte dans notre interprétation des résultats. Donc, l'algorithme de rétropropagation ressemble à ça. C'est que d'abord, on veut normaliser les données d'entraînement entre moins 1 et 1. Donc, on va faire la normalisation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour éviter la saturation des données, des entrées, mais également, on va ajuster les sorties désirées pour qu'elles soient égales à 0,05, 0,85. Ça, c'est des artefacts, des éléments qui sont spécifiques aux fonctions de transfert sigmoïdes. Si on utilise d'autres fonctions de transfert, du moins pour les sorties désirées, c'est moins important. On peut éviter ça. Pour les entrées, généralement, la normalisation est nécessaire. Donc, ce n'est pas une bonne idée de travailler sur des données brutes sans les normaliser avant. Après ça, on va initialiser les poids et les biais aléatoirement. Donc, on va tirer des valeurs au hasard, typiquement uniformément de moins 0,5, 0,5. C'est une règle du pouce qui marche assez bien. Il y a d'autres méthodes aussi. Et donc là, on a démarré notre réseau de neurones, on a fait les normalisations des entrées-sorties, on a initialisé les poids et les biais aléatoirement. Puis là, on va faire l'apprentissage. On va dire tant que le critère d'arrêt n'est pas atteint, on va répéter les opérations qui suivent.
Donc, on va calculer les sorties observées en propageant les données vers l'avant. On va propager vers l'avant nos données pour obtenir les sorties correspondantes. Et là, on va calculer l'erreur. C'est quoi l'erreur entre la valeur désirée, normalisée ici, là, le RJT, et la valeur obtenue qui est le YJT. On va calculer ça pour toutes les sorties, pour toutes les données. Donc, pour les sorties J de 1 jusqu'à K et les données T 1 jusqu'à N. Et en troisième étape, on va ajuster les poids et les biais de la rétropropagation de l'erreur. On va dire finalement ajustement pour les poids WJI en partant de la couche de sortie. On va faire un ajustement de la couche de sortie, puis on va reculer de chacune des couches, là, de la sortie jusqu'à l'entrée. Donc là, la correction correspond à ceci. C'est la même règle qu'on soit en couche de sortie ou couche cachée. La règle ne change pas parce que le delta, dans le fond, lui, va changer, mais lui va avoir intégré la même notion. Donc, ce delta-là est défini ici. Donc, si on est sur une couche de sortie directement, on va prendre l'erreur individuelle du neurone pour la donnée, la sortie obtenue fois 1 moins la sortie obtenue. Donc, ça découle de la fonction de transfert sigmoïde. Puis, si on est sur une couche cachée, bien là, c'est égal à YJT fois 1 moins YJT. Ça, c'est l'équivalent de la fonction de transfert, mais on va sommer les sensibilités de tous les neurones qui suivent la couche qui suivent, pondérés par le poids WKJ. Donc ça, c'est intéressant parce que dans le fond, pour corriger, pour avoir notre delta, notre sensibilité locale, on regarde les sensibilités de tous les neurones qui suivent dans la couche de sortie, puis on va les pondérer par les W correspondants, donc le lien entre le neurone J et le neurone K. Donc en faisant cet ajustement-là, on a l'équivalent de la sensibilité locale ici, qui nous intéresse, qui est donc utilisé ensuite pour faire la mise à jour de nos poids locaux sur un neurone de la couche cachée.